Bonjour et bienvenue dans le journal du hardware. Aujourd'hui on a plein de nouvelles sur le futur pour tout ce qui est AMD, Nvidia ou encore même Intel, donc ça fait plaisir. Allez, ne tardons pas, venez vous asseoir cette fois-ci sur une vraie chaise et on est parti. Mais avant de partir, il nous manque peut-être quelque chose dans le décor, nos guides spirituels. Voilà, regardez-moi là, regardez-moi comme ils sont beaux là. Et ça tombe bien parce qu'on va faire un petit peu de forçage. Bon, c'est pas forcément le forçage que je voulais faire et que j'aime faire, mais bon, écoutez, j'ai eu besoin d'acheter des choses pour le studio et du coup, il me faut un financement rapide. Je vous laisse du coup avec la sponsor pendant que je place mon 3 loupards. Vous avez un problème avec ça? Eh ben, je peux peut-être vous aider. Oh bon, vous savez, ça coûte cher et ça sert pas à grand. Et non, ça coûte moins de 15 balles sur cdkdeals.com avec le code GWD25. Ça t'embouche un coin. Hein. En plus, c'est une plateforme dédiée à vous donner le meilleur prix sur les logiciels et vos jeux vidéo préférés. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, j'ai une clé, ça se voit pas là? Eh ben écoute, laisse-moi te montrer comment on fait. Tout d'abord, il faut se rendre et s'inscrire sur cdkdeals.com. Ensuite, vous mettez votre petit Windows 10 Pro dans le panier et vous appliquez le code GWD25. Un petit paiement PayPal plus tard, vous avez votre clé. Il faut ensuite aller dans les paramètres d'activation Windows et la rentrer ici. Et paf, à vous la customisation Windows et enfin ce petit message d'erreur qui dégage. En plus, le code en clair que je vous ai montré n'a pas été activé. Donc si vous voulez un petit Windows gratuit, c'est pour vous. Allez, je m'en vais aider quelqu'un d'autre. Bizarre ce mec. Nous sommes définitivement proches d'une sortie de la 6600 XT puisque les leaks commencent à pleuvoir comme vache qui pisse. Selon les rumeurs, la 6600 XT devrait normalement être annoncée aujourd'hui à l'événement China Joy. Ça colle plutôt bien avec la date de sortie qui est prévue au 11 août selon les rumeurs, ça laisse une dizaine de jours plus la levée d'embargo. Ce qui sera visiblement le 6 août normalement. J'aurais aimé pouvoir vous confirmer tout ça mais je ne suis pas dans la liste des testeurs et je serai probablement jamais vu tout le bien que je dis de tout le monde dans ces news. Enfin bref, si vous parlez chinois c'est tant mieux, sinon il va falloir attendre un petit peu le temps que les traductions arrivent et qu'on puisse avoir l'information de la part de AMD. En dehors de tout ça, on a aussi des leaks de prix de référence de la 6600 XT. C'est en aucun cas définitif et on verra normalement aujourd'hui s'il l'annonce vraiment à ce prix-là ou si tout à fait autre chose. Son prix de référence serait aux alentours des 349 $ au lieu des 399 qu'on avait vu auparavant. Et visiblement, celle de sa petite sœur serait plus aux alentours des 299 $. Donc ça fait 20 $ de plus que la 3060. Il va falloir voir un petit peu au niveau des performances. Est-ce que ces 20 €, on les retrouve là-dedans? Et est-ce que la 6600 XT sera beaucoup plus intéressante que la 3060? Parce qu'au final, se placer au-dessus de ses concurrents, c'est pas forcément la façon de faire de AMD. Généralement, on est juste un peu en dessous du prix pour des performances qui sont meilleures. Après, ça se trouve, elle vise plutôt la 3060 Ti que la 3060. Ça, on ne sait pas et on le saura bien assez tôt. En tout cas, n'espérez pas ces prix-là, mis à part sur le site d'AMD au niveau de l'Europe. On sera certainement plus aux alentours des 500 €. Vous savez, parce qu'il y a la crise, les sous, Villebroquin, les stocks et vous connaissez l'histoire maintenant. Reste à voir si le stock restera un minimum présent pour ces cartes. Et sinon, on se dit rendez-vous la semaine prochaine chez votre reviewer favori pour voir les performances de ces cartes là. En tout cas si les dates sont correctes. Des nouvelles aussi sur Alder Lake, vous savez la prochaine génération de processeurs de chez Intel. Ceux avec les petits cœurs tout mignons et les gros cœurs bien costauds. Tout laisse à penser que les rumeurs avaient vu juste pour fin octobre et plus précisément le 27 où se tiendra l'événement Intel Innovation. En tout cas, c'est très innovant comme nom d'événement, on n'a pas eu ça déjà des centaines de fois. Pat Gelsinger, le CEO de Intel, a aussi précisé que ce sera un événement totalement hybride par le fait qu'il y aura un événement physique mais aussi un événement virtuel en même temps. Mais on peut pas s'empêcher de penser que ça fait potentiellement référence à l'architecture hybride de Alder Lake. Ah, les jeux de mots. Je vois que Pat est un homme de culture. Par contre, visiblement, ce serait un lancement en 2 temps pour cette génération de CPU. Dans un premier temps, ce serait seulement les puces enthousiastes K et KF avec le chipset Z690 qui serait lancé pour le dernier trimestre de 2021. Ensuite, pour les chipsets et les processeurs non overclockables, ce serait un petit peu plus tard, début 2022, juste après le CES. Donc malheureusement, pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'overclocking, il va falloir attendre un petit peu. J'espère aussi pour cette génération, il y aura un effort qui sera fait sur le prix des cartes mères parce que bon, les Z590 à 300 € chez pratiquement les 2 tiers des marques, enfin pour avoir une Z590 décente bien sûr, et ben ça fait quand même très mal. Avec Alder Lake, Intel va aussi introduire un nouveau schéma de nommage pour ses nœuds, histoire d'être plus en phase avec l'industrie. Oui, parce que ça fait quelques temps déjà que les nanomètres présentés par les processeurs sont plus un outil marketing que vraiment une dénomination standardisée. Donc si vous aviez l'habitude de comparer votre CPU et autres basés sur ces nanomètres, désolé de vous rappeler que ça ne sert strictement à rien. C'est comme comparer une banane et un pois chiche basé sur le nombre de mastications nécessaires. Ça n'a aucun sens. Ce qui compte au final, c'est la densité des transistors et si ça vous intéresse, j'ai une petite
petite vidéo à ce sujet. Et plus généralement chez Intel, il y avait un petit peu de ménage à faire parce qu'on avait le 14 nanomètres, le 14 nanomètres plus, le 14 nanomètres plus, 14 nanomètres plus, etc., etc. Et ça se reproduisait aussi pour le 10 nanomètres plus, 10 nanomètres plus, etc. 10 nanomètres enhanced super fine, etc., etc. Donc difficile de s'y retrouver si on ne connaît pas l'historique. Et c'est pour ça qu'Intel va introduire 4 nouveaux nœuds d'ici 2025. On va voir le Intel 7 qui est en fait le 10 nanomètres enhanced super fine qu'on retrouve sur les Alder Lake et encore les Sapphire Rapids. Intel 4 qui correspond à son ancien processus 7 nanomètres. On aura ici de la lithographie EUV et il sera disponible dans le premier temps sur les Meteor Lake qui sont la 14e génération de processeurs Intel Core qui devrait sortir normalement en 2023. Intel 3 qui est une amélioration et une optimisation de tous les points de Intel 4 et Intel 20A qui correspond essentiellement à une Intel 2 mais sur l'échelle angstrom où 10 angstrom est égal à 1 nanomètre. Sur ce nœud, on va trouver une nouvelle architecture de transistor qui s'appelle le Ribbon FET qui permet d'avoir plus de contacts et ainsi que d'autres innovations. En tout cas, depuis FinFET, Boba Fett a beaucoup d'enfants à venir chercher dans notre galaxie. Et attendez qu'ils apprennent que ce sont des transistors. Enfin bref, Intel repart d'un schéma de nommage où on pourra plus se moquer d'eux parce qu'ils ont un plus gros nombre. Essentiellement parce que aussi, ils vont ouvrir de la capacité d'usine à l'extérieur. Parce que proposer du 10 nanomètres alors que TSMC propose du 7 nanomètres, et ben commercialement, c'est pas super vendeur. Enfin bref, si vous voulez aller full nerd sur ça, il y a une petite vidéo du docteur Ian Q13 qui va en détail dans ces choses-là et explique pourquoi c'était nécessaire pour Intel de faire ce changement-là. Encore un nouveau leak de l'espace qui nous projette dans 1 an et demi chez AMD. Mais par contre, gardez en tête que ce sont des rumeurs qui émanent de Twitter et de certains forums. Même si les sources ont l'air de se recroiser, et ben c'est pas garanti qu'on ait exactement ce qui nous parle. Si on résume cette rumeur qui parle de la prochaine génération de cartes AMD, on ne peut retenir qu'un seul chiffre, le 15360. Oui, vous avez bien entendu, c'est tout à fait énorme et c'est aujourd'hui 3 fois plus que ce qu'on trouve sur RDNA 2. Rien que ça. Cette fois-ci, par contre, on va abandonner la notion de compute unit pour workgroup, qui est essentiellement un groupe de compute unit. Si on voit ça dans le sens très large. Dans ces workgroups, il y aura 250 tickers FP32, ce qui est le double de RDNA 2 et qui nous permettra d'avoir de meilleures performances en ray tracing. Par contre, ce nombre de 15 000 cœurs n'est pas atteint comme ça au sein d'un même GPU. Il y aurait visiblement 2 die sur un même GPU, ce qui fait qu'on serait sur une architecture MCM. C'est des rumeurs qu'on entend beaucoup depuis maintenant 6 mois, donc vous devriez être normalement plutôt familier avec tout ça. On restera par contre sur un bus de 256 bits avec un Infinity Cache augmenté à 256 voire 512 MHz. Ça fait beaucoup de chiffres d'un coup, posons un peu tout ça pour bien comprendre. AMD pourrait sortir fin 2022 un nouveau GPU Navi 31 avec 2 GPU à l'intérieur, 3 fois plus de cœurs, 2 fois plus de cœurs FP32 pour les performances en ray tracing et aussi plus de cache Infinity Fabric. C'est assez impressionnant, tout comme le double de performance supposé de la 4090, mais attention, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes. C'est une rumeur, ça peut aboutir pour de multiples raisons et on voit ici 1 an et demi à l'avance. On a beaucoup de mentions de x2, x3, mais attention, les performances n'augmentent pas de manière linéaire avec le nombre de cœurs. Donc même si on met 3 fois plus de cœurs, on aura certainement plus de performances aux alentours de 2 fois supérieures plutôt que 3 fois. Et puis avec cette puce MCM, on n'est pas sûr qu'à un moment il n'y aura pas de déperdition comme on a pu le voir sur les premiers Ryzen. La dernière chose à garder en tête, c'est le fait que ces GPU vont très certainement consommer et chauffer énormément. Les GPU Navi 21 consomment à peu près 300 watts chacun, donc imaginez mettre 2 de ce genre de GPU à l'intérieur d'un seul et même GPU. Avec des optimisations de la part de AMD, on va très certainement être aux alentours des 500 voire 550 watts, un petit peu comme l'avait fait Nvidia avec sa 4090. Donc si c'est vraiment ça, attendez-vous à avoir des cartes qui ne déconnent pas avec pratiquement 5 slots pour pouvoir refroidir le bestiau. On s'imagine pas vraiment, mais 550 watts à refroidir en air, eh ben, il faut quand même énormément de surface. Ça va être de véritables briques chauffantes et ça ne m'étonnerait pas qu'en 2022, il y ait des petits saunas qui ouvrent au-dessus des fermes de minage, histoire de profiter de toute cette chaleur. C'est trop tôt pour en juger, ça a l'air en tout cas d'être prometteur, mais attention, ne vous hypez pas trop pour ça, parce qu'après vous risquez d'être déçu. Et ça malheureusement, c'est dommage. Après avoir testé le géant coréen Samsung, Nvidia décide de rentrer à la maison pour sa prochaine génération de cartes graphiques. Il retourne chez TSMC. En tout cas selon les rumeurs, parce que je vous rappelle que les TI étaient censés aller là-bas aussi. Et au final, ça s'est pas vraiment fait. En effet, tout comme RDNA 3, la prochaine architecture de Nvidia, Ada Lovelace, a été visiblement designée et fini designée sur un nœud 5 nanomètres de chez TSMC. Donc relativement peu de raisons que ce soit produit ailleurs au final. En tout cas, Gremon55, qui est un leaker très actif en ce moment sur Twitter, eh ben lui en est pratiquement sûr. Après, il reste à savoir si c'est fiable ou non, parce que c'est un nom qui est plutôt récent dans les leaks, donc à voir dans les prochains mois si tout ça se confirme. Sinon, un autre leaker assez fiable, Copite7Kimi, parle lui du switch entre Ada Lovelace et Hopper. Normalement, c'est l'architecture Ada Lovelace qui devrait être utilisée pour les RTX 4000, mais Nvidia se laisse le droit de se dire, si jamais
Ada Lovelace ne tient pas ses promesses en termes de performance, eh ben on peut la remplacer par Hopper et son multi-chip modem. Donc pour l'instant c'est un petit peu fouillé du côté de chez Nvidia, on évalue un petit peu toutes les possibilités et ça viendra certainement une surprise pour nous en tant que client. Donc restez à l'affût les prochaines années, si jamais vous voyez passer des choses comme AD102, eh ben ça veut dire que Ada Lovelace a tenu ses promesses, et si jamais vous voyez des choses comme HG202, eh ben c'est que on passera sur du Hopper. Et puis ça se jouera beaucoup aussi en fonction de ce que AMD sort et Intel sort en termes de concurrents, parce que Nvidia doit rester les cartes les plus performantes coûte que coûte. Et maintenant le conseil du jour, si jamais vous passez chez Ikea et que vous avez l'envie de manger des meatballs, eh ben ne le faites pas. Ou soit prenez 2 rations, parce que moi je suis sorti de là, j'avais encore faim. Alors je finis de manger le tout en moins de 3 minutes, je suis un gros porc. Ce sera tout pour cette édition du journal, merci à vous d'avoir suivi tout ça, et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!